Salut les amis, allez ça y est, on est parti pour la deuxième partie de cette vidéo sur le chronographe balistique Caldwell. Donc voilà, là vous avez sur la table tout le matériel dont j'aurais besoin pour faire cette vidéo. Alors cette revue du chrono Caldwell va se faire en plusieurs temps, vous verrez, il y aura un peu de montage, je vais faire plusieurs coupures. On va faire plusieurs phases dans cette revue. Déjà pour bien comprendre le fonctionnement du chronographe optique Caldwell, les erreurs à ne pas commettre et les erreurs que peut faire éventuellement le chronographe en lui-même, la plupart du temps dû à une mauvaise utilisation. Donc on va voir tout ça en détail. Bon, alors déjà la première chose dont on va parler un petit peu, c'est le positionnement du chronographe en lui-même. Alors là, sur la table, j'ai fait une petite feuille avec un petit dessin. Alors, si vous vous souvenez de vos jeunes années, vous allez reconnaître assez rapidement le théorème de Pythagore. Hein. Donc là, sur la base d'un triangle rectangle, on voit la formule de du célèbre théorème de Pythagore, C au carré égale A au carré plus B au carré. Voilà. Alors pourquoi c'est important de savoir ça? C'est par rapport à la façon dont on va positionner le chronographe et surtout la petite erreur à ne pas commettre pour avoir des valeurs précises, des valeurs de vitesse qui soient vraiment précis et parlants et au plus proche de la réalité. Alors, il est évident qu'avec un chronographe à 150 euros, on va pas avoir la même précision qu'avec un Labradar à 700 euros. Néanmoins, toutes les petites astuces pour bien placer son chronographe feront que, en fait, même si on n'aura pas la même précision qu'un Labradar, on va quand même s'en rapprocher un petit peu. Parce que, bon, pour avoir testé le chronographe Caldwell avec un Labradar à côté, et ben franchement, pour un chrono optique, le Caldwell est vraiment pas mal du tout. Ok. Donc, on va commencer déjà par le positionnement. Alors, dans la première partie de la vidéo sur le chronographe, j'avais dit que il fallait que la trajectoire de la balle soit parallèle au chronographe et que c'était pas mal de buller son chronographe, c'est-à-dire le buller, c'est-à-dire le mettre à niveau, le mettre à niveau. Alors, c'est un petit peu un abus de langage. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient de la configuration du terrain. Bon, la plupart du temps, les centres de tir sont des pas de tir à l'horizontale, je vais dire. Il est assez rare de trouver un stand de tir où entre le pas de tir et puis la cible, on a un dénivelé trop important. La plupart du temps, bon, bah, voilà, les stands de tir sont plats. Donc, la plupart du temps, on met de niveau le chrono et ce qui va correspondre peu ou prou à la même hauteur que la cible sur laquelle on va tirer. Mais néanmoins, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si vous mettez de l'angle à la trajectoire de votre balle, forcément, vous allez alors augmenter ou raccourcir donc la valeur C, la valeur de l'hypoténuse. Et si vous faites varier cette valeur-là, donc la valeur de la ligne représentée par le petit c, donc l'hypoténuse, si vous faites varier cette longueur, évidemment, là ici j'ai représenté les deux capteurs optiques du chronographe. Évidemment, si vous faites varier cette longueur, forcément vous allez avoir des erreurs de lecture, c'est-à-dire que plus vous augmentez cette distance, forcément la vitesse augmentera, mais reflètera pas la réalité. Donc c'est pour ça que c'est important de en fait, voilà, lorsqu'on place son chronographe de niveau, hein, il est important que là je vais matérialiser la bouche de ma carabine et ici la cible. Il est important que la trajectoire de la balle, voilà, la trajectoire de la balle soit bien parallèle donc à la ligne B qui représente le plan entre les deux capteurs optiques, entre le capteur avant et le capteur arrière. Voilà. Donc c'est ça qui est important de comprendre si on veut bien utiliser le chronographe. Hein, c'est que la trajectoire de la balle soit tout à fait parallèle avec la ligne que constituent les deux capteurs optiques. Voilà.
Alors pourquoi je dis ça? Vous allez me dire, mais ouais, enfin, il est plutôt rare de tirer avec un angle au-dessus d'un chronographe. Alors oui et non, je vais dire, ça peut être, et je suppose que si vous utilisez des chronos optiques, vous l'aurez sûrement remarqué. Euh, Moi, ce que j'ai tendance à faire, lorsque je mets un carton ou une cible à 100 mètres, hein, pour éviter à chaque fois de me déplacer pour changer la cible, je mets, on va dire, je mets des cibles ici, ici, au milieu, et puis en haut. Voilà, je me fais un tapis de cibles. Et si vous remarquez, d'une série à l'autre, alors que vous avez fait exactement la même cartouche, donc il n'y a pas de problème au niveau de votre cartouche, c'est toujours la même. Et vous remarquez que lorsque vous tirez sur la cible du haut, donc qui va correspondre à la ligne parallèle, donc à la trajectoire de tir parallèle au capteur optique du chronographe, vous allez avoir une valeur de lecture qui sera constante pour votre série de 5. Et lorsque vous allez viser donc la cible qui est juste en dessous, d'accord, vous allez forcément changer l'angle, hein, sans vous en rendre compte, vous allez changer l'angle, voilà, et vous allez augmenter donc la valeur de la trajectoire qui va passer au-dessus des capteurs, et vous aurez une vitesse qui sera différente de la cible que vous avez de la cible que vous avez tirée au-dessus, juste au-dessus. Et bien sûr, vous allez encore aggraver le phénomène lorsque vous allez tirer sur la cible du bas. Voilà. Alors, là évidemment, là sur le dessin, c'est assez. Enfin, je veux dire, j'ai grossi l'erreur. Mais vous comprenez bien le cheminement. Ok. Alors, euh, moi, c'est ce que je fais. Quand je me mets à 100 mètres, je mets une C50 avec. Vous connaissez maintenant, vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos, donc vous voyez à peu près les cartons que j'utilise. Donc, ce phénomène-là, je le sais. C'est pour ça que ça ne m'affole pas d'avoir des vitesses légèrement différentes entre les cibles du haut, les cibles du milieu et les cibles qui sont tout en bas. Puisque moi je regarde le SD sur la même série de la même cible. Donc après je sais que si quand je commence en haut et que je finis en bas, j'aurai forcément une différence de vitesse lue par le chronographe. Mais sans que c'est à savoir. Alors évidemment, si on voulait vraiment faire les choses très bien, si je voulais avoir vraiment un maximum de précision, il est évident que le chronographe qui est en dessous, là, je le mettrais de niveau, donc avec un niveau à bulle, hein, tout simplement, donc je sais qu'il serait de niveau, et ma cible, je la mettrais exactement à la même hauteur que la bouche de mon canon. Par exemple, admettons que entre la bouche de mon canon ici et le sol où est posée la table, j'ai par exemple, je vais dire une valeur 1,20 m, voilà, 1,20 m. Il faudrait que ma cible ici soit à 1,20 m, voilà, de façon à être sûr que la trajectoire de ma balle pour aller toucher cette cible à 1,20 m, hein, soit exactement parallèle à donc la ligne que forment mes deux capteurs optiques. Voilà. Tout simplement. Donc la différence, ça c'est un des points essentiels à savoir sur la mise en œuvre d'un chronographe optique. Si on veut vraiment avoir de la précision dans ses lectures et avoir quelque chose de cohérent, c'est quelque chose qui est rédhibitoire et qui doit être fait. On va dire que par rapport à un labradar, évidemment, c'est la grosse différence, c'est sur la mise en œuvre du chronographe. Le labradar se passe complètement de ce genre de truc, puisque lui il s'en fout pas mal. Il va capter la balle et il va calculer le déplacement de la balle, donc la vitesse du déplacement de la balle. Donc lui il s'en fout que vous tiriez à l'horizontale, à la verticale, machin. Donc voilà. La grosse différence entre le labradar et le chronographe optique, elle va être ici dans la mise en œuvre. Si lorsque vous utilisez un chronographe optique, il faut vraiment que le placement, la mise en œuvre, la mise en batterie, on va dire, la mise en batterie du chronographe soit fait de façon très avec application, quoi, on va dire. C'est pas, il suffit pas juste de déplier le trépied, poser le chronie, tirer entre les deux capteurs optiques et puis hop, ça marche. Non, pas du tout. Si on veut quelque chose de précis, on est obligé d'en passer par cette étape-là, de faire quelque chose de bien. Voilà. Donc ça, c'était pour la mise en place. Ok. Allez, on passe à autre chose.
Ok, deuxième partie de cette vidéo, donc on va voir un petit peu les différentes petites astuces à se connaître sur son chronographe optique Caldwell. Alors, je vais parler exclusivement du chronographe Caldwell, puisque c'est celui que j'ai entre les mains et que je connais à peu près le mieux. Euh, je ne dirais pas que ce que je vais dire est une vérité universelle pour toutes les autres marques de chronographes optiques. Alors, il y a les Prochrono, les Chronie, enfin, il y en a, RCBS en a fait, enfin, il y a toute une palanquée de chronographes optiques de différentes marques. Je suppose qu'ils ont tous à peu près leur façon propre de fonctionner ou de faire des erreurs. Donc là, ce que je vais dire, c'est uniquement pour le chronographe Caldwell. Voilà. Donc là, on voit que le chrono est allumé, là, hein, donc pas de souci, là, il est sous tension. Bon, j'ai pas mis les antennes et les pare-soleil, puisque de toute façon, ça sert à rien pour la démonstration que je vais faire. Ici, on a l'application donc reliée par cordon à la prise jack du téléphone. Donc là, c'est un Sony Xperia Z3. On verra que lorsque je ferai la vidéo sur l'application. Il y a, des fois, il y a certains appareils Android qui ont du mal à fonctionner avec l'application. Alors, je le dis parce que moi, sur mes deux Sony Xperia, j'ai deux téléphones Sony Xperia. Alors là, c'est un Z3. Le téléphone avec lequel je filme, c'est un XZ, je crois. Ça fonctionne sans problème. J'ai essayé de mettre l'application sur ma tablette Android. Alors, c'est une Samsung Galaxy Tab 4. Alors, la tablette est assez vieille puisque c'est une tablette qui tourne sur Android 4, je crois. Donc, l'application ne fonctionne pas avec la prise jack. Euh, mais bon, c'est pas on n'est pas sur le sujet, on verra ça lorsqu'on fera la vidéo sur l'application. Voilà. Donc là, mon ensemble est branché et donc mon chronographe est branché à mon téléphone et ça fonctionne bien. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est les deux codes erreurs que vous pouvez trouver lorsque vous utilisez le chronographe. Alors, je vais en revenir à la notice, le mode d'emploi que personne ne lit jamais. Moi d'ailleurs, le premier, je ne lis jamais un mode d'emploi. Et donc, au niveau des erreurs, alors, erreur 2 correspond à projectile not recorded by rear end sensor. Je parle super bien anglais, sans accent. Et erreur 3 correspond à projectile not recorded by front sensor. Donc erreur 3, c'est le capteur optique avant et erreur 2, c'est le capteur optique arrière. Alors, il marque projectile, mais en fait, c'est un abus de langage. En fait, ils auraient mieux fait de dire qu'en fait, quelque chose, je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça, mais moi je vais le dire comme ça, on va dire quelque chose qui perturbe le capteur. Voilà. Parce qu'en fait, quand on a une erreur 2 ou 3, ce n'est pas parce que le chronographe, enfin le capteur avant ou arrière n'a pas vu la balle, ça peut être une perturbation due à autre chose. En fait, tout peut perturber les capteurs. Et on le verra tout à l'heure. La pluie peut perturber les capteurs. Donc la pluie, il suffit qu'il y ait une goutte d'eau qui passe devant le capteur avant. Hein, et évidemment, elle ne va pas passer devant le capteur avant, se promener et passer derrière et devant le capteur arrière. Hein. Donc en fait, ça va nous afficher une erreur. Donc c'est pour ça que le chronographe en lui-même, lorsqu'on le fait travailler de cette façon et qu'il pleut, en fait, il se met en erreur parce qu'en fait, il voit passer une goutte devant le capteur avant, mais il ne la voit pas passer devant le capteur arrière. Donc après, il ne comprend rien. Voilà. Et on verra aussi que la lumière, donc j'en ai parlé dans la première vidéo sur les chronographes, on verra que la différence de lumière entre le capteur avant et le capteur arrière peut perturber le chronographe. C'est pour ça que parfois on a des erreurs, comme je vous expliquais dans la première vidéo. Si vous mettez votre chronographe en plein soleil et que le soleil tourne et puis que l'ombre, il y a des arbres et que voilà, votre capteur arrière se retrouve à l'ombre et le capteur avant se retrouve au soleil, en fait on va avoir des erreurs de lecture, voire des erreurs tout court, erreur 2 ou erreur 3. L'intensité aussi de la luminosité, c'est pour ça qu'on verra tout à l'heure pourquoi je pense que Caldwell a fait un G2 qui travaille à l'envers. L'intensité de la lumière peut aussi perturber et mettre en erreur. Alors vous allez voir que l'intensité de la lumière qui change, vous allez voir que c'est très facile à faire. Il suffit de prendre une lampe, voilà, une petite lampe, et on va passer la lumière au-dessus du capteur avant et vous allez voir qu'il va s'afficher erreur 3.
Ensuite, on va la passer devant le capteur arrière et vous allez voir que ça va s'afficher erreur 2. Allez, c'est parti. Tac. J'allume. Je passe devant. Et là, il ne se passe rien. Alors que ça fonctionnait très bien tout à l'heure. Voilà, erreur 3. Voilà. Et je passe devant le capteur arrière et je vais avoir erreur 2, erreur 2, erreur 2. Ok, là je suis même passé trop près. Vous voyez? Alors je vais recommencer ma démo. C'est toujours quand on fait la vidéo que ça fonctionne mal. Voilà, allez, je repasse devant le capteur avant donc pour faire une erreur 3. Voilà, erreur 3. Ouais. D'ailleurs, 1, 2, 3, voilà, il a enregistré. Et là, erreur 2. Voilà, tout simplement. Ok? Donc on voit bien que une source de lumière, alors là forcément c'est une lampe à LED que je passe vraiment au ras des capteurs, mais c'est pour démontrer qu'en fait le problème de la luminosité au-dessus, enfin de la différence d'intensité, de la lumière qui vient par le dessus pour éclairer les cellules optiques, en fait c'est ce qui fait la plupart du temps des erreurs. Donc d'où ma réflexion sur le fait que Caldwell ait fait le G2 qui travaille à l'envers. Donc ce qui va éliminer, évidemment, si on fait travailler le chronographe à l'envers, alors voilà, est évident que je peux passer autant de fois ma lampe au-dessus du chronographe. Est évident que ça ne changera rien. Voilà, ok. Voilà. Donc ça c'était pour l'histoire de la luminosité et disons pour appuyer ma réflexion sur le fait que Caldwell a fait le G2 qui travaille à l'envers. Alors, le truc c'est que le fait que le G2 travaille à l'envers n'empêche pas que lorsqu'il pleut, eh ben, ça ne fonctionne pas. Tout simplement, c'est que comme je vous ai dit dans la première vidéo, et on le verra tout à l'heure, je vais faire une démonstration. Hein, la pluie, si elle est un petit peu battante, si elle vient un petit peu sur le côté, hein, et qu'elle arrive à passer donc sous le capteur optique, elle perturbera de la même façon, elle perturbera le chronographe comme s'il était en mode normal, c'est-à-dire comme s'il travaillait à la capteur vers le haut, voilà, tout simplement. Ok, on verra ça tout à l'heure. Je vais vous faire en démonstration, vous verrez que ce que je dis est vrai. Voilà, allez, à tout de suite. Ok, donc voilà, on en est à la troisième partie de cette vidéo où on va voir la modif que j'ai effectuée pour pouvoir transformer ce chronographe G1 en chronographe G2. Donc voilà, comme vous le voyez à l'image, et ben, en fait tout simplement j'ai fabriqué un petit châssis que j'ai fixé sur un trépied, qui ne servira d'ailleurs plus qu'à ça, puisque voilà, j'ai tout solidarisé de façon quasi définitive. Donc en fait, ce petit châssis trépied va remplacer donc, le trépied que j'utilisais d'habitude pour le chronographe, lorsque je le faisais fonctionner en mode normal. Donc bah, tout simplement, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre que j'ai fabriqué un petit châssis avec de la ferraille. Alors, ce qu'on remarque au-dessus, en fait, ce sont les bandes LED. Voilà, ce sont des bandes LED qui sont donc rattachées avec comment ça s'appelle, qui sont alimentées par prise USB tout simplement. Donc chaque bande LED est alimentée par une prise USB. On va se servir d'une power bank, c'est-à-dire une batterie auxiliaire, on va dire, voilà, avec bien sûr 2 prises USB qui correspondront donc à nos 2 prises pour les LED. Voilà, tout simplement. Alors, la batterie, en fait, je l'ai avec du velcro double face. Je vais venir... tiens, une notification qui va faire chier dans la vidéo, c'est pas grave. Donc, je la fixe par en dessous, voilà, tout simplement. Hein, bien fixé, voilà. Et donc le petit plexiglas qui est au-dessus protégera la batterie de la pluie, voilà, tout simplement. Okay. Ensuite, ben, il suffit de venir raccorder les deux prises USB. Voilà. L'autre ici. Alors, on va faire l'inverse, sinon ça va être trop court en cordon. Voilà. La mettre en route. Et voilà. Donc, on a nos rampes de LED qui sont éclairées, hein,
tout simplement. Alors évidemment ici, là j'ai mis des tubes en alu qui sont pile poil au diamètre, le diamètre intérieur étant pile poil au diamètre des antennes. Et donc une fois qu'on assemble tout simplement, alors je vais réorienter la caméra. Donc il suffit de prendre les antennes d'origine qui sont fournies avec le chronographe, tout simplement, voilà. Ok, voilà, je vais orienter tout ça, et on va venir donc mettre en place le chronographe. Hop, voilà, voilà, et voilà, et ça y est. Donc là, maintenant, on a transformé notre G1 en G2, tout simplement. Alors, évidemment, la visu du chrono se retrouve à l'envers, hein, donc forcément la lecture est à l'envers. Alors c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'appli balistique sur son smartphone, puisque de toute façon comme on va déporter les valeurs à côté du tireur grâce au cordon et au smartphone, donc il n'y aura pas de souci de lecture. Bon, néanmoins même comme ça, même sans l'application et sans le téléphone, il suffit de faire une petite gymnastique intellectuelle lorsque vous lisez à l'envers. Bon, ça se fait, hein, voilà quoi. Bon, c'est pas super pratique, j'en conviens, mais ça se fait, voilà. Donc du coup, voilà comment j'ai transformé mon G1 en G2, voilà. Alors, bon, bah du coup, on va passer à la suite et puis on va tester cette transfo et puis voir, et ben on va parler de la pluie maintenant, voilà, on va parler de la pluie. Allez, à tout de suite. Bon, ok, voilà, mon système est en place. Alors, comme vous pouvez le voir, donc là, j'ai la possibilité de mettre un niveau à bulle, donc pour mettre de niveau l'ensemble, hein, comme j'avais expliqué dans la première partie de cette vidéo. Voilà, donc ça me permet de faire le niveau de l'ensemble. Ok, alors au-dessus, vous pouvez voir que j'ai mis une plaque inox. En fait, c'est pour protéger le local batterie. Local batterie que j'ai en plus protégé avec du scotch, évidemment. Donc c'est pour limiter au maximum que la flotte qui va venir par le dessus ne pourrisse l'intérieur du chronographe. Voilà. Alors, la première étape, c'est de voir que malgré le fait que le G1 soit transformé en G2, et ben si on le laisse dans cette configuration là, on va dire, la pluie va venir perturber le chronographe, les prises de vitesse, c'est-à-dire qu'on va avoir plein d'erreurs qui vont s'afficher tout simplement du fait que la pluie, lorsqu'elle va tomber, elle va passer, si c'est une pluie un petit peu battante, vous voyez ce que je veux dire, hein, elle va passer devant les capteurs. Alors elle va peut-être passer, il y a une grosse goutte qui va passer devant le capteur devant, ça va me produire une erreur 3, parce que cette goutte ne sera pas passée par le capteur 2. Donc en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est que la pluie va venir perturber, même travaillant comme ça à l'envers, la pluie va venir perturber les prises de vitesse, voilà, et ça va m'afficher plein d'erreurs 2 et 3 en pagaille. Alors bon, aujourd'hui il pleut pas, hein, on a de la chance, il fait pas soleil, mais bon, il pleut pas. Donc du coup, pour simuler la pluie, et ben du coup, qu'est-ce que je vais faire tout simplement avec mon système d'arrosage? Je vais simuler de la pluie, tout simplement. Voilà. Ok, donc là, tout est en place. On va se mettre en place derrière la table. Alors pour tester le chrono, je vais utiliser un pistolet airsoft, c'est-à-dire un pistolet à billes, hein, bon, bah, c'est pas la peine de tirer du gros calibre pour tester un chrony, puisque de toute façon l'airsoft fait très bien l'affaire pour ça. Voilà. Allez, et puis à la fin, histoire de rigoler, on va tester la prise de vitesse avec, là franchement c'est un peu abusé, j'espère que j'aurai pas de problème avec ça, mais on va faire des essais avec une arme de destruction massive, et là j'ai peur que la vidéo soit strikée quand même, parce que là c'est
franchement, c'est pas bien ce que je vais faire, mais tant pis, on va le faire quand même, on est des fous, on est dingues, et puis voilà. Allez, on est parti, on va faire les essais, sans l'appui, avec l'appui après, et puis on verra ce que j'ai fait. Je vous montrerai la petite bricole en plus que je vais rajouter pour que ça puisse fonctionner sous l'appui. Bon, allez, c'est parti. Donc, l'arme pour tester le chronographe. Ouais, alors, c'est une réplique Airsoft. C'est une réplique Airsoft, je le dis, c'est une réplique Airsoft d'un PA99. Donc, voici le chargeur avec les billes dedans, hein. Voilà, je préfère préciser parce que, pouf, hein, ouais, il tire dans son jardin avec une arme de destruction massive, c'est pas bien, ouin, 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 on va appeler les hommes soja qui vont venir te chercher. Bon, voilà, alors c'est de l'airsoft, allez, c'est parti. Alors, est-ce que on voit le truc pour les prises de vitesse? Oui, c'est bon, allez, la première. Ok, donc 47 mètres secondes. Oh putain, ouais, ouais, c'est une arme de destruction massive, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est marrant à noter, je sais pas, vous le verrez peut-être pas, je vous le dis. Alors, sur la visu, là, je vois 48 et sur le smartphone, 47. Alors, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, systématiquement, il y a 1 mètre seconde de différence entre ce qu'affiche le chronographe sur sa visu et ce que m'affiche l'appli. Et c'est constant, c'est toujours comme ça. Je sais pas pourquoi, me posez pas la question, j'en sais rien du tout. Il y a toujours 1 mètre seconde de moins. Donc là, on lit 48 sur le chrono, là, on lit 47 sur l'appli. Et ben c'est comme ça. Il y a entre, ça doit venir du cordon, hein. Dans le cordon, il y a 1 mètre seconde qui se perd entre entre le chrono et le téléphone. Bon, c'est pas grave, mais c'est constant, donc il n'y a aucun souci. Il suffit de prendre les lectures sur le smartphone. Allez, on va en tirer une deuxième. Dupliqué, 47. Alors, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que là, la rampe de LED n'est pas allumée. Voilà. Donc là, j'ai pas allumé la rampe de LED. Vous voyez qu'avec la lumière du jour, la lumière naturelle, et ben même à l'envers, ça fonctionne très bien. Je vais mettre d'autres billes. Alors là, j'avais des billes en 0,20. J'avais des billes en 0,20 grammes. Là, je vais mettre là des billes jaunes qui sont en 0,12. Donc là, on devrait avoir une vitesse un peu plus élevée, si celle-là elle veut venir. Voilà. Avec des billes plus légères. Super. Voilà. Hop. Et hop, allez, je vais en tirer 2, donc en 0,12 grammes, et ça devrait être plus rapide. 59 mètres secondes, voilà, ok. Donc là, évidemment, si le chrono est capable de voir des billes d'airsoft à cette petite vitesse, bon, inutile qu'il peut voir à peu près tout ce qui passe entre les deux capteurs optiques. Voilà. Ok, donc ça c'est fait la démo, donc sans les LED, sans la rampe de LED allumée, et donc juste avec comment s'appelle, la lumière naturelle du jour. Voilà, ça fonctionne très très bien. Alors les LED, pourquoi? Eh ben les LED, elles vont servir lorsque franchement la lumière du jour va descendre tellement bas que là, du coup, bah, les capteurs optiques ne verront plus rien, et il faudra allumer les LED. De plus, on peut considérer qu'en laissant les LED allumés en permanence, ça fonctionne aussi très bien. Et comme j'expliquais, je pense que ça aide à avoir une meilleure régularité dans la prise de vitesse, puisque si on allume les LED, on aura une source de lumière qui vient par le dessous, une lumière constante qui est contrôlée, et donc ça aidera à pouvoir avoir des vitesses qui sont répétables, enfin cohérentes, quoi, je veux dire, avec la réalité. Voilà. Allez, du coup, on va mettre la pluie en route. Et puis, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, normalement, là, au niveau du téléphone, il va s'afficher erreur, erreur et erreur. Allez, c'est parti, j'ouvre le robinet d'eau. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir,
la pluie vient de se mettre à tomber et voilà ce qui s'affiche sur le téléphone. Erreur, erreur, erreur 2, erreur 3, erreur 2, erreur 3. Là, il n'en peut plus le machin, il ne sait plus ce qui lui arrive. Donc voilà. Donc tout simplement, comme je vous ai expliqué, eh ben, la pluie, quand elle arrive un petit peu de travers, tout simplement, elle perturbe les cellules optiques, tout simplement. Voilà. Donc inutile de continuer, vous avez compris ce qui se passe. Ok, donc du coup, eh ben, il n'y a plus qu'une solution, hein. Il n'y en a pas 36. Voilà, il n'y a plus qu'une solution, c'est de rajouter un petit truc par-dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais tout réinitialiser de façon à ne pas avoir toutes ces erreurs affichées sur le téléphone là, hein. Et puis je vais rajouter un petit quelque chose. Bon ben voilà, donc là il n'y a pas 36 solutions, mes amis. Il faut protéger dessus et sur les côtés tout simplement. Voilà. Donc là je vais positionner ce petit bouclier que j'ai fabriqué à dimension. Voilà. Donc là je vais voir, il est à peu près bien placé, oui c'est bon. Donc voilà, tout simplement, hein. Alors c'est un petit bricolage en plexiglas, hein. Il n'y a rien de compliqué. J'ai découpé du plexiglas à la bonne dimension. Et puis en fait pour faire la charnière j'ai mis tout simplement du scotch, hein. Voilà, ça fait très bien ça, c'est du très bon scotch style américain, là, comme on appelle ça. Et ça marche super. Donc du coup l'avantage c'est que j'ai accès à mes boutons, voilà, à ma prise jack de l'autre côté. Et donc il n'y a aucun problème, voilà. Et donc là maintenant, ainsi protégé, mon chrono, et je peux avoir une ou deux erreurs, mais ça sera vraiment, ça sera plus exploitable que ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, vous avez bien vu lorsque j'ai allumé le robinet d'eau, là les erreurs, ça a été, ça a été une horreur, quoi. Voilà, allez, on va se remettre en place et puis on va refaire le même essai. Eh ben ok, c'est parti les amis, ça y est, la pluie s'est mise à tomber, donc comme vous pouvez le voir, voilà, donc j'ai mis en route mon arrosage, hein. Donc ça me fait une pluie plutôt pas mal sur le chronographe. Donc, je vais remettre en place la caméra. Alors, et puis on va voir si on peut exploiter donc le chronographe avec le pistolet airsoft. Allez, c'est parti. On va tirer quelques billes jaunes. Attention. Ok, 56 mètres secondes. Donc là, il n'y a pas de problème. Ça s'affiche bien, pas de souci. Il pleut toujours. Allez, on va en tirer une autre. 60 mètres secondes. Et une autre. Là, il l'a pas vu. J'ai pas tiré bien droit. Là, 59 mètres secondes. Et là, ah merde, je suis passé à côté. Voilà, 56 mètres secondes. Donc vous voyez, donc là, pas de souci avec mon bouclier anti-pluie, voilà, mon parapluie. J'ai plus de billes. On va mettre de la blanche, tiens. Allez, on va mettre quelques billes blanches. Donc là, vous voyez, pas de problème, il n'y a aucune erreur qui s'affiche. Bon, ça se peut qu'il y en ait une erreur ou deux qui s'affiche de temps en temps, hein. Mais là, par rapport à tout à l'heure, on voit quand même bien la différence. Tout à l'heure, sans le parapluie, voilà, c'était complètement inexploitable. On pouvait rien voir. Alors là, j'ai du mal à mettre les billes. Putain de truc airsoft. Voilà, là, je vais en mettre 3, ça devrait suffire. 4, c'est bon. Hop, allez, on va tirer 4 autres billes. Là, c'est de la blanche, donc ça devrait partir un peu moins vite. Ok, hop, alors 47 mètres secondes. 47 encore. Dupliqué, erreur 3. Ça, c'est peut-être parce qu'il n'a pas vu ma bille. Et 47 mètres secondes. Ok, donc bon, voilà. Ok, donc le système est pas mal. Mon parapluie fonctionne absolument. Donc là, vous voyez, j'ai une erreur qui s'est affichée, erreur 3. Et encore, je suis même pas sûr que ça soit à cause de la pluie. C'est peut-être parce que ma bille est mal passée devant un des deux capteurs, tout simplement. Donc voilà la façon que j'ai trouvée pour pouvoir utiliser mon chrono sous la pluie.
Alors, je sais, c'est pas super esthétique, hein, ça fait un petit peu bizarre, mais voilà quoi. Donc imaginez seulement que eh ben, vous avez prévu d'aller samedi au stand, vous avez regardé la météo sur météo machin truc, et puis on vous dit bah nuage, nuage, nuage. Alors en général, la météo quand ils disent nuage, avec un petit peu de soleil de temps en temps, et c'est qu'ils savent pas en fait. Et puis bah du coup vous arrivez, vous installez, vous dites bah ça va, il pleut pas, je peux mettre mon chronographe en route pour prendre des vitesses, c'est sympa. Et puis patatrac, voilà ce qui arrive. Moi ça m'est arrivé plus d'une fois, la pluie s'en mêle, et d'ailleurs dans certaines de mes vidéos, ça c'est, je vous l'avais dit, la pluie m'a empêché de prendre la prise de vitesse. Et ça c'est hyper chiant parce que vous programmez votre journée, vous faites des kilomètres pour aller tirer, machin. Alors, bien sûr, la solution, c'est d'aller au stand que lorsqu'on est sûr à 100% qu'il ne pleuvra pas. Ouais, enfin bon, ça, lorsque je serai en retraite, à ce moment-là, oui, je pourrais peut-être éventuellement choisir les jours où je vais au stand uniquement quand il fait soleil. Vu que je suis en activité, que j'ai que mes week-ends pour aller tirer, et ben voilà quoi, surtout quand on arrive à cette période de l'année, bon, ben, on ne choisit pas toujours le temps qu'il va faire lorsqu'on va au stand. Bon, ben, ça n'empêche pas de trouver des solutions pour pouvoir quand même faire les choses de façon à ne pas être emmerdé. Donc du coup, vous voyez, donc le système fonctionne plutôt bien. Hein, regardez, donc là, j'ai qu'une seule erreur 3 qui s'est affichée. Là, ça fait depuis tout à l'heure qu'on discute, que je raconte ma vie et qu'il pleut sur mon chronographe. Donc voilà, et on voit bien que le petit parapluie que j'ai bricolé fonctionne admirablement bien. Voilà. En plus, là, j'ai allumé les LED en dessous du chrono, ben, parce que tout simplement, voilà, les plexis sur le côté sont un petit peu fumés, c'est pas transparent, donc une petite lumière additionnelle en plus grâce au LED, ça ne peut faire que du bien. Voilà. Allez, on va essayer avec donc ce que je vous avais dit, une arme de destruction massive. Là, j'ai peur que la vidéo soit strikée, mais bon, on va quand même tenter le coup, on sait jamais. Allez, c'est parti. Donc voilà l'objet du délit. Hein. Voilà, j'ai piqué ça à mon gosse. J'ai dit tiens, allez, histoire de rire, on va voir si le nerf fonctionne avec le chrono. Bon alors moi j'ai plus peur de mettre une flèche dans le chrono qu'autre chose parce que au niveau précision c'est tout sauf précis. Je sais même pas comment ça fonctionne ce merdier. Ah oui. Hop. On va en tirer une à côté d'abord pour voir. Oh putain, ça part. Alors attention. On essaye de viser à peu près. 18 mètres secondes. Oh putain. Ah ouais, c'est vraiment une destruction, une arme de destruction massive. Ah d'accord, la flèche est même pas partie là. Ouais, c'est qu'il n'y en avait pas. Allez, on recommence. Attention. Ah putain, j'ai tapé le. Il faut que je tire plus haut. J'ai tapé le devant. Ah, j'ai tapé le chronique. C'est horrible. Ah, du coup, il m'a foutu une erreur 3 ce con. Ah, j'ai foutu une flèche dans le chronique. 18 mètres, 17 mètres secondes. Impressionnant. Allez, une dernière, histoire de rire. Et là, et ben, il a rien vu. Il a même pas vu, il a pas fait d'erreur. Ouais. Bon, allez, c'est bon. C'était pour la rigolade, quoi, voilà. Et c'est pas la peine de me dénoncer aux hommes soja progressistes pour me faire striker la vidéo. Hein. C'était une plaisanterie, évidemment. Bon, ben voilà, donc les amis, ça va être la fin de cette partie sur le chrono. Je vais aller arrêter l'appui, ça sera plus simple pour finir la vidéo. Oh, ça y est, la pluie vient de s'arrêter. Donc, du coup, tout ça, eh ben, voilà pour finir cette vidéo. Alors, bon, ouais, comme je disais, bon, c'est sûr que ça fait un peu bricolo, bricolette, mais néanmoins, l'essentiel, c'est que ça fonctionne, c'est surtout ça. Alors ensuite, je vais finir la vidéo là, et après, je ferai une troisième partie, parce que là je vais arrêter là pour cette deuxième partie, sinon la vidéo sera hyper longue. Je vais faire une troisième partie qui concernera donc essentiellement l'appli. Voilà, donc l'appli, je vais faire un petit zoom là sur mon téléphone.
Donc sur l'appli, parce que franchement, je la trouve très très bien cette appli. Il y a plein de fonctionnalités. Alors je vais pas spoiler la prochaine vidéo. Euh, il y a plein de fonctionnalités sur cette petite appli qui sont super sympas. Et alors, si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez remarqué que lorsque avant d'avoir mon chronographe balistique Caldwell à moi, et avant d'utiliser l'application, vous souvenez, j'avais mes cibles, et puis je notais mes vitesses à côté de chaque cible, de chaque groupement, on va dire. Je notais mes vitesses que j'avais relevées sur un papier, donc c'était hyper fastidieux. En plus, bon voilà, au niveau des archives, là je vais pas vous montrer, mais je conserve mes cibles. Alors donc vous imaginez le paquet de C50 que j'ai dans mon garage avec plein de groupements différents dessus. Donc j'archive tout, donc je me retrouve avec pas mal de C50. Donc là l'avantage c'est qu'on va voir grâce à cette appli là qu'on peut prendre des photos, on va pouvoir calculer le groupement, etc. Enfin bref, j'en dis pas trop, je vais pas spoiler la prochaine vidéo, on verra ça tous ensemble. Voilà. Et ben sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis santé, prospérité, et puis à la prochaine. Allez, salut!